Bonsoir. Moi, j'aimerais vous parler de deux domaines dans lesquels j'ai travaillé et qui ont un seul enjeu en commun, que les quick wins ont été épuisés. J'ai fait une thèse dans la physique de particules, j'ai travaillé au CERN. J'ai eu de la chance parce que quand j'ai commencé ma thèse, on a allumé le LHC, la grande machine au CERN qui a été, entre autres, construite pour trouver le boson de Higgs. Il y avait une électricité dans l'air. Il y avait aussi une vérité assumée que l'ère des quick wins était derrière nous. Quelques générations avant moi, dans les années 70, il était la norme d'avoir 2-3 nouvelles découvertes dans une thèse de doctorat. Ma génération, nous avons rien connu de ça. Quand j'ai fini ma thèse en 2011, elle comptait aucune nouvelle découverte. Pareil pour centaines de mes camarades. Le boson de Higgs, il a été découvert en 2012, un an après ma thèse, et 50 ans après sa prédiction théorique. Donc, la physique de particules a véritablement quitté l'ère des quick wins. En 2015, je rejoins le monde de corporate data en tant que consultante. Là, encore une fois, j'ai eu de la chance. En effet, Tableau venait de faire sa sortie en bourse. Tout le monde parlait de l'analytique, le self-service BI, et on pensait que la donnée allait transformer toutes les entreprises de la planète. J'ai vu analytique devenir véritablement une discipline à part, séparée de l'IT. J'ai vu naître les titres de Head of Data, CDO, Chief Data Officer. Je connais les gens qui ont été embauchés sur ces postes. La pari derrière, c'est que cet investissement allait générer des nouvelles sources de revenus, allait améliorer la rentabilité et rembourser l'investissement bien plus ces fois. Ça a été le cas pendant quelque temps. Mais aujourd'hui, je constate que les conversations ont changé. Juste ce mois de juin, j'ai parlé à 3 leaders d'État et je vois que leur quotidien est différent qu'il y avait 5 ans. Avant, leur quotidien portait sur quels sont les nouvelles insights, qu'est-ce qu'on peut construire encore plus avec nos données. Aujourd'hui, leurs conversations sont de plus en plus sur les coûts, le headcount, les coûts et les budgets des plateformes. Donc, si vous êtes aujourd'hui un leader d'État, vous comprenez sûrement cette pression. Et si c'était pas assez difficile déjà, il y a les PDG qui viennent voir leur Head of Data pour les demander, faites de l'IA. Sans quelqu'un sache comment faire de l'IA dans une boîte et comment calculer sa valeur. La physique a connu cette pression depuis des décennies. On connaît cette pression de produire plus de valeur, démontrer plus de valeur, et quand la valeur devient de plus en plus difficile à extraire. Je vous démontre la démarche que la physique prend avec 2 exemples ancrés dans la data. La physique de particules, c'est un domaine très, très gourmand en données. En effet, le LHC en génère tellement qu'on ne peut même pas les stocker physiquement. C'est impossible. C'est impossible de même les lire du détecteur. La technologie n'existe pas. Face à ça, nous, les physiciens, on devient créatifs. On utilise toutes les informations disponibles, toute la recherche disponible pour cerner ce qui est une collision intéressante. On garde que ce qui est rare, que ce qui est pertinent. En effet, ma première tâche en tant qu'étudiante doctorant en 2008 était d'écrire un algorithme qui allait jeter 95% de nos données à la sortie du détecteur. Contraster ça avec ma première tâche en tant que consultante en entreprise, ma tâche était d'améliorer un pipeline de données qui générait des millions de données et qui prenait 8 heures à tourner. J'y ai travaillé pendant 6 semaines et je l'ai ramené à 45 minutes. Ou alors, en 2024, maintenant, on est passé à 1 milliard. J'ai travaillé avec un client qui avait un pipeline de 20 milliards de données. Le pipeline n'arrivait jamais au bout. Je suis venue pendant quelques semaines travailler dessus et je l'ai ramené en sous 2 heures. Toujours 20 milliards de données. Constatez la différence. La physique réagit en jetant les données et dans l'entreprise, on court plus vite.
On met plus d'infrastructures, plus de personnes, ou alors on cherche des optimisations techniques. Mais est-ce que courir plus vite sur le tapis est toujours la bonne solution? Parfois, on peut carrément descendre du tapis et se déplacer autrement. Mon deuxième exemple, paradoxalement, c'est l'absence de données. Dans la physique, comme quoi ça a été déjà évoqué, on connaît que plus que la moitié de l'univers est composé d'une matière qu'on ne peut pas observer directement. On l'appelle la matière noire. Comment on sait qu'elle existe? Parce qu'elle laisse ses empreintes sur les particules et les objets qu'on peut observer. La réponse de la discipline, c'est de monter les programmes de recherche et les expériences pour aller combler ce manque de connaissances. Alors les entreprises aussi ont de la matière noire. Comment? J'ai travaillé avec un client qui cherchait à comprendre le flux de travail dans son entreprise. Son activité portait sur 7 ou 8 applications qui tournaient en silo. J'ai passé 6 semaines à créer des pipelines et à la fin, quand nous avons pu analyser toutes ces données, nous avons constaté que les identifiants qui pouvaient identifier le travail qui passait d'une application à une autre n'ont jamais été captés, n'ont jamais été enregistrés. Effectivement, la boîte tournait, l'activité se faisait, mais ces liaisons de travail n'ont jamais été enregistrées. La matière noire. Maintenant, vous allez me dire, mais Fatima, dans la physique, tu as de la chance parce que tu as quelque chose que l'entreprise n'a pas. C'est les principes premiers, first principles, les lois universelles que tu peux utiliser pour cerner ce qui est important, ce que tu dois garder, jeter ou aller chercher. Oui, c'est vrai. Je vais aussi vous dire que même les entreprises ont leurs principes premiers et ce sont les experts métiers. Ces gens qui ont les connaissances extrêmement riches et vastes de votre domaine, de votre activité et de votre entreprise. Mais maintenant, est-ce que mettre un expert métier avec un ingénieur de données et leur donner une infrastructure presque illimitée va pouvoir générer de la nouvelle valeur? Je pense pas. Je pense pas parce que, comme j'ai déjà dit, les quick wins ont été épuisés, les projets faciles ont été faits. Et ce qui reste, c'est les projets difficiles, c'est les projets risqués. Personne n'est capable de calculer le ROI et personne n'aimera échouer. De résultat, personne ne prend le risque. Et là, je pense qu'on peut véritablement s'inspirer de la méthode partagée par la physique et aussi toute recherche, c'est la méthode scientifique. Un esprit d'expérimentation qui rend la prise de risque responsable et possible. En 5 étapes simplifiées, je peux le décrire comme ça. Première chose, énoncez votre hypothèse. Qu'est-ce que vous croyez? Deuxième chose, décrivez les conditions qui vont rendre cette hypothèse faux ou vraie, mais a priori. Troisième chose, le protocole. Comment et quand est-ce qu'on va débrancher l'expérience? Quatrième chose, faites l'expérience. Et cinquième chose, analysez les résultats et surtout traitez tout résultat comme un résultat. Même les résultats négatifs, même les résultats neutres. Toute information est précieuse et aucun effort n'est perdu. C'est comme ça que l'expérimentation devient possible. Mais maintenant, vous allez me dire, mais dans un milieu corporate, est-ce que ce genre d'expérimentation est possible et ça va être accepté? Et je vais vous dire, oui, effectivement, et c'est grâce à cette méthode scientifique. Parce que ce qui freine cette expérimentation au milieu corporate, c'est deux choses. La première chose, l'anarchie. Donc, si les risques ne sont pas cadrés, on risque de se trouver avec milliers de projets. Et la deuxième chose, c'est l'appétit pour le risque. Si on insiste trop sur une valeur garantie, personne ne prendra le risque. Et c'est là qu'on peut prendre véritablement cette leçon de la physique et de la recherche et appliquer dans un milieu corporate. Un exemple concret qui est d'un client, j'ai travaillé avec une entreprise qui souhaitait optimiser leur processus interne. Nous avons embarqué leur équipe métier. Donc, premièrement,
Elles ont énoncé leur hypothèse. Cette équipe métier pensait qu'il y avait une partie du processus qui était superflue et que la supprimer allait générer une économie de coûts pour l'entreprise et supprimer les étapes redondantes pour leurs clients. Deuxième chose, les conditions. Sous quelles conditions leur hypothèse serait faux ou vraie? Ils ont choisi que toute dérive dans le comportement de client sera une réponse négative pour leur hypothèse. Troisième chose, le protocole. À l'apparition de toute dérive, on allait juste supprimer ce nouvel processus et rétablir l'ancien. Après avoir décidé ça, on passe à l'étape 4, tourner l'expérience. Donc, on supprime cette partie du processus. Étape 5, on analyse. On observe dans ce cas qu'effectivement, il y avait une économie pour l'entreprise et aucune dérive dans le comportement de leurs clients. Mais avec cette même client et avec leur équipe métier, nous avons fait plein d'expériences, plein d'équipes ont proposé plein d'hypothèses. Chaque fois, nous avions insisté sur la clarté des hypothèses et aussi accepté tout résultat comme résultat, négatif, neutre ou positif. Il est 2026 et il est nécessaire de parler de l'IA, évidemment. Mais plus sérieusement, avec l'IA, je pense que cet esprit expérimental devient encore plus important. Parce que qu'est-ce qui se passe? Si on laisse aller l'IA dans les mains de chaque collaborateur, on risque une anarchie. Tout le monde peut créer un nouveau processus, une automatisation dans un après-midi. Mais l'entreprise se trouve avec les outils à moitié utilité et un chaos sans valeur. Alors, mettez le cursus de l'autre côté. Insistez qu'on fasse que les projets qui ont un ROI, vous tuez toute créativité. Donc, la solution, c'est de gérer le risque avec la clarté d'hypothèse et célébrer tout résultat comme un résultat. Je reviens à ma thèse. Aujourd'hui, je pense que les gains faciles ont été épuisés, les quick wins ont été faits. Et aujourd'hui, pour récupérer l'avant de la scène et solidifier votre leadership, je vous suggère 3 pistes concrètes. La première, devenez sélectif. Arrêtons de garder toutes les données. La deuxième, soyez proactif. Allez chercher cette matière noire dans votre entreprise. Elle cache la valeur qui n'a pas encore été récoltée. Et troisième, devenez force de proposition. Créez et avancez les projets IA. Cadrez le risque avec la clarté d'intention et l'hypothèse et permettez la créativité en célébrant et accueillant tout résultat comme résultat. Merci.